Corneille Kwasi, Eric Johnson et Marc Agbouflan sont toujours avec nous. On va toujours parler du Tchad. Eric Johnson, on parle également de trafic d'êtres humains et de crimes organisés. Mais c'est la logique des choses. Quand vous avez des frontières qui sont poreuses, quand vous avez des territoires où les dirigeants n'ont pas la même mise sur la sécurité, mais c'est la voie à tous les trafics. Quand on parle de trafic d'êtres humains, de trafic de drogue, de trafic de toutes sortes d'armes de guerre, etc., c'est une réalité. Parce que, vous voyez, dans cette zone aujourd'hui, tout passe par là, que ce soit vers le Tchad ou vers la Libye. C'est-à-dire que tout ce qui se fait de mal dans un pays, c'est par la frontière là. Donc, sur 1000 kilomètres, quand même, c'est énorme. Et les dirigeants des deux pays n'arrivant pas à mettre une structure sécuritaire de bonne aloi dans cette zone-là, ça permet tous ces trafics. Et n'oubliez pas, par exemple, que tout récemment, il y a un groupe de trafiquants d'êtres humains qui a été arrêté, et tout simplement parce que ils ont la facilité de passer par ces frontières-là, et c'est peut-être quand ils arrivent dans les capitales où là on peut parler un peu, parce que c'est toujours entre guillemets, de sécurité, que ces trafiquants-là sont la plupart du temps arrêtés. Mais il faut reconnaître qu'au moins 80% de ces trafics-là passent régulièrement par là. Il y a des documentaires, il y a des reportages qui ont été faits par des confrères de grandes chaînes de télévision, de radio, et même de la presse écrite, et qui ont révélé de ce trafic-là. Et quand vous suivez un peu les choses, ceux qui passent, même nos frères de la sous-région qui veulent aller, par exemple, en France par la Méditerranée, et tout ça, passe par la Libye. Et donc, c'est très facile pour eux. Des gens quittent même la RD Congo, les pays de l'Afrique centrale et de l'Est, pour passer par là et aller vers les pays européens. Et le plus souvent, c'est par des formes tragiques que nous apprenons ces informations. Et donc, parfois même, des gens sont enlevés pour aller travailler dans des plantations, dans des maisons. Ils sont même maltraités. On a vu vraiment maltraités. C'est malsain tout ça. Et donc, pour ces deux pays-là, la sécurisation de cette frontière longue de 1000 kilomètres est importante et prépondérante pour leur développement. Donc je pense que avec tout ça là, si on arrive à ne serait-ce que régler ce problème-là sur 60%, et il faudrait, comme l'a dit Corneille, c'est très important que les dirigeants soient véritablement sincères dans leurs décisions. Il ne faudrait pas faire du saupoudrage, montrer aux gens qu'on est prêt à des choses, alors que derrière, on prépare encore des trucs pour aller déstabiliser les autres pays de la sous-région, etc. Donc, je pense que c'est très important pour ces deux pays-là de faire en sorte que la sécurité revienne dans cette zone-là et porter hors d'état de nuire ces différents trafiquants de toutes sortes. Sur certaines lignes, Corneille Kwasi, on voit que la gouvernance de Idriss Déby, fils, se démarque un peu de la gouvernance de son père. On a vu ce gouvernement qui était prêt à accueillir la dépouille mortelle de l'ancien président Idriss, de l'ancien président Hissène Habré plutôt. Et ce gouvernement qui arrive à négocier sur des questions sécuritaires
et commercial. Oui, c'est important pour Mahamat Déby de négocier avec ses pairs. Parce que quand vous regardez la Centrafrique, comme on appelle le Tchad est entouré de pays où il n'y a que la guerre. On prend en Centrafrique, il y a la guerre. On prend au Soudan, il y a la guerre. Et aujourd'hui, la Centrafrique est un enjeu très important pour les Occidentaux. Mais là-bas, sur cette frontière, le Tchad maîtrise cette frontière. Il va falloir maîtriser l'autre frontière de la Libye qui fait 1000 km, où il y a des bandes armées, où il y a des bandits et puis des mercenaires. Et ces mercenaires-là créent trop de problèmes. Vous avez parlé tout de suite des trafics d'hommes. Les trafics d'hommes, c'est que les mercenaires reprennent ces gens et qu'ils les donnent à des zones où il y a la guerre, c'est-à-dire en Centrafrique et au Soudan. Donc le jeune homme qui vient, qui ne maîtrise pas totalement la zone, les zones où il y a les combats, il va falloir qu'il fasse la paix avec ses homologues, qu'il fasse la paix avec les membres, même, les dirigeants même qui se trouvent au sein du Tchad, c'est-à-dire que les partis d'opposition. Il est obligé de se débarquer de son papa, parce que son papa, ce n'est pas lui. Il était au combat quand son papa mourait. Il connaît ce qui se passe sur les frontières. Donc, il a intérêt à faire la paix. S'il ne veut pas faire la paix, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est les intérêts. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de prédateurs qui veulent venir prendre nos biens. Tous les chefs d'État savent, ils sont conscients qu'ils ont des biens. Ceux-là, ils sont partis très loin à l'école. Ils comprennent la géopolitique maintenant. Pourtant, les anciens chefs d'État ne comprenaient pas la géopolitique. C'est ça qui fatiguait ces anciens chefs d'État. Mais aujourd'hui, la jeunesse, ils sont partis à l'école, ils comprennent l'enjeu du monde aujourd'hui. Donc, ils sont obligés de faire la paix. Parce que même pendant la guerre, le Tchad en guerre, ça fait plus de 40 ans. Le Tchad n'a rien apporté. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas être industrialisé avec la guerre. Ça ne peut pas se passer. Vous voyez dans tous les pays, et mon pays, la Côte d'Ivoire, on a fait 10 ans de guerre. Mais ces 10 ans de guerre, c'est grave pour nous. Il y a des zones où ce n'est pas la peine. Quand on te parle de la Côte d'Ivoire, les gens voient l'Eldorado. Mais la guerre a fait qu'aujourd'hui, il y a des zones qui ne peuvent pas évoluer. Mais quand on voit tout ça là, il va falloir qu'on s'asseye, il va falloir qu'on réfléchisse, il va falloir que maintenant nos chefs d'État, nos dirigeants qui ont les mailles du pouvoir, puissent savoir que l'intérêt du pays est plus important que les intérêts des partis politiques et nos intérêts. Allez, on passe au Mali. L'ancien Premier ministre de ce pays, Soumeïlo Boubèye Maïga, ainsi qu'une ancienne ministre des Finances et de l'économie du pays ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, notamment dans l'affaire de l'achat de l'avion de commandement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans cette histoire, comme dans d'autres, il se pourrait que Marc Abouflan, de nouvelles interpellations soient programmées. Oui, bien évidemment. Vous savez, quand la présidence qui a fait la commande à l'époque pour le gouvernement malien commandait justement des avions, il n'y a pas que les deux ministres, donc l'ancien Premier ministre, ministre de la Défense à l'époque des faits, et l'ancienne ministre des Finances qui ont été les acteurs en réalité de cette corruption de haut vol. Il y a forcément sur toute la ligne un certain nombre d'autres petites mains ou de personnes qui ont été impliquées dans ce fait de corruption. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec l'avion du chef de l'État? Ce qui s'est passé est assez simple. Je pense en 2013-2014. Le président Ibeka voulait commander un avion de commandement pour le Mali, et donc il allait utiliser pour ses déplacements. La commande a été passée par un membre du cabinet de Ibeka lui-même, avec l'appui du ministre de la Défense à l'époque, M. Maïga, qui est devenu par la suite Premier ministre, et la ministre des Finances à l'époque. Mais il y a eu des soupçons de corruption. On soupçonne aujourd'hui que non seulement l'avion est en mauvais état, parce que quelques années seulement après cet achat-là, l'appareil n'arrive plus à assurer les fonctions pour lesquelles il a été acheté, mais le prix aussi est exorbitant. Et sur toute la ligne, on accuse ces représentants-là d'avoir
pris non seulement des rétrocommissions, mais également d'avoir perçu de l'argent pour acheter un appareil qui n'en valait pas la peine. Et donc, je suis persuadé, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'autres interpellations qui viendront sur la ligne. Mais attention, il faut beaucoup de prudence aussi au niveau du nouveau gouvernement malien, qui n'est pas totalement assis. Même ce sont des putschistes qui sont là, qui sont toujours dans leur mandat de transition, qui n'ont pas posé les bases pour aller aux élections, comme c'est recommandé par, comme eux-mêmes l'ont dit. Et c'est ce qui est essentiel aujourd'hui. C'est ce qui est indispensable. Et moi, je perçois aussi dans ce acte, même s'il faut à un moment donné ou un autre, que les dirigeants d'un moment donné qui ont fait des faits de corruption, doivent répondre de leurs actes, que ça ne ressemble pas à une chasse aux sorcières, ou en tout cas à une stratégie pour éliminer, quand on sait le rôle que Maïga a joué au sein du pouvoir ces dernières années, que ça ne ressemble pas à une chasse aux sorcières, parce que, évidemment, vous comprendrez que dans un pays comme le Mali, ce n'est pas seulement cette affaire d'avion qui est le seul scandale de corruption qui plane. On parle de beaucoup de commandes d'armes, par exemple. On parle du fils Ibeka aussi. Il y a plein de secteurs, mais si on s'acharne sur ce dossier-là, moi, je vois, en tout cas, des mains noires qui veulent, coûte que coûte, écarter un certain nombre de personnalités qui pourraient être gênantes pour eux à l'avenir. Et Eric Johnson, vous prenez les choses aussi de cet acabit. On a vu l'affaire du fils Ibeka. On voit d'autres affaires également. On a l'impression finalement que la junte ne s'occupe pas de ce qui est indispensable, comme Marc Agbo-Flan l'a dit. Non, mais vous savez, dans nos pays africains, cette affaire-là, à mon avis, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que les scandales financiers, on en parlera toujours. Mais moi, ce que j'ai vu à travers cette décision de mettre sous les mailles de l'ancien Premier ministre Boubacar Maïga et sa ministre des Finances, c'est qu'on a oublié la provenance de cet avion. Il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Ça veut dire que l'avion qui a été acheté, parce que la source, je ne l'ai pas, parce que ça n'a pas été dévoilé, et je ne comprends pas pourquoi on peut mener des enquêtes sans dévoiler la provenance de cet avion acheté. Et je me dis, on va laisser ce côté-là pour ne s'en prendre qu'à des personnalités éminemment politiques. Et d'autres têtes risquent de tomber. Comme beaucoup de têtes vont tomber dans cette affaire. Et je ne sais pas dans quelle logique on va. Aujourd'hui, ce qui est important pour le Mali, c'est d'abord sa sécurité. Un pays confronté au djihadisme, confronté au terrorisme, au grand banditisme, etc., qui, je ne sais pas si on veut demander la question que vous avez posée, est-ce que c'est l'heure des bons comptes? Si on veut demander réparation à ces personnalités, et si aujourd'hui on peut encore trouver cet argent-là, si c'est pour verser cela